L'objectif ici, c'est que on a vraiment tous, enfin, vous avez beaucoup de connaissances et beaucoup d'expérience sur la reconnaissance et sur le feedback. C'est un sujet qu'on pratique tout le temps, on en fait tout le temps. Donc, vous avez tous, et nous avons tous beaucoup d'expérience et de connaissances. L'objectif ici, c'est vraiment d'articuler ces connaissances et cette expérience autour des connaissances et des découvertes qu'on a sur le cerveau. Parce que ça renforce certaines de nos habitudes, mais aussi ça permet d'améliorer ou de mieux guider certaines de nos perceptions. Donc, on va essayer de travailler sur un mot que j'aime beaucoup, c'est un feedback brain friendly. Brain friendly, ça veut dire qu'il correspond au cerveau. Je vous propose vraiment de travailler avec une grille, parce que sinon, pour organiser ce qui va être dit, et donc regardez sur l'axe vertical, vous avez tout ce qui est dépréciative, et puis en haut, tout ce qui est appréciative. Appréciative, ça veut dire que j'apprécie, je valorise. Et puis d'un côté, à gauche, vous avez l'affirmation, et à droite, vous avez tout ce qui est question, tout ce qui va plus dans le sens de la question. Alors, il y a un feedback qu'on ne va pas voir ensemble parce que on en fait de temps en temps, nul n'est parfait, c'est le feedback destructeur. Ça, je vous propose de ne pas le voir ensemble, ça n'est pas la peine, bien que ce soit intéressant de voir là où on fait des erreurs, mais ce n'est pas le sujet. Et puis, on va voir ensemble ce que c'est qu'un feedback de renforcement, c'est-à-dire comment renforcer les bonnes pratiques. Et il y a beaucoup à faire dans ce domaine-là. On verra aussi, mais enfin, on passera très rapidement sur ce que c'est qu'un feedback d'amélioration constructive. C'est quelque chose que vous connaissez, par exemple, le DESC fait ça, c'est une méthode de communication qui renforce, qui fait qu'on amène la personne à s'améliorer. Et nous verrons aussi comment amener les gens à donner un feedback pour qu'ils progressent et qu'ils aient envie de dépasser leurs limites. C'est une façon d'organiser les différents feedbacks. La reconnaissance est une forme de feedback qui en fait rentre dans la case qui est en haut à gauche, qui est le feedback de renforcement. C'est là qu'on va trouver principalement la reconnaissance. Premier principe, c'est que dans le cerveau humain, il y a deux circuits. Donc, dans une voiture, vous avez la marche avant, vous avez la marche arrière et le point neutre. Eh bien, dans le cerveau humain, il n'y a pas de point neutre ou de point mort, c'est selon. On est soit en marche arrière, soit en marche avant. Et donc, le premier circuit, c'est ce qu'on appelle le circuit de la menace. Alors, le circuit de la menace est très très bien identifié dans le cerveau. Il correspond à des noyaux cérébraux très précis qui s'allument dès que la personne se sent en menace. Si vous pincez quelqu'un, essayez avec votre voisin si vous avez un voisin, enfin, non, je blaguais bien sûr, mais si vous avez une douleur physique réelle, c'est-à-dire qu'on a mal à la cheville, on a mal aux pieds, on a mal à la tête, ce sont les noyaux que vous voyez en rouge qui s'allument dans le cerveau. Et c'est le circuit de la menace. Eh bien, ces noyaux-là s'allument également si la personne se sent menacée psychologiquement, menacée, attaquée par exemple, si elle se sent critiquée injustement, si elle est dans un système où elle a l'impression que ça n'est pas équitable, eh bien, ça allume le circuit de la menace. Moi, j'ai appris à dire quand j'étais médecin, d'ailleurs, que les gens angoissés saignaient quelque part, si vous voulez, parce que l'angoisse, ce n'est pas palpable. Quand on est médecin, on se dit oui, bon, ben, la personne n'a qu'à gérer, surtout qu'on n'est pas vraiment formé au comportement humain. Et en fait, non, quand on regarde une personne qui a peur, qui est angoissée ou qui est énervée, c'est une personne qui a allumé les cerveaux de la douleur physique. L'autre circuit, c'est le circuit de la récompense. Donc le circuit de la récompense, c'est celle qui va donner l'action positive. Le circuit de la menace va déclencher chez la personne une réaction de défense, obligatoirement, de fuite ou bien de, 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 de déprime, de découragement ou bien d'attaque. Hein, c'est les trois familles du stress. Tandis que le circuit de la récompense va allumer chez la personne la curiosité, l'envie d'en savoir plus, l'envie d'aller vers quelque chose. Et ce qu'on veut développer dans une entreprise ou dans une équipe, c'est bien évidemment le circuit de la récompense. On a envie que les gens progressent, on a envie qu'ils s'ouvrent, on a envie qu'ils aillent de l'avant. Donc le débat est à la base comment je peux allumer le circuit de la récompense chez mes interlocuteurs et chez moi-même évidemment. Et c'est un vrai débat, d'autant plus que le circuit de la menace est beaucoup plus puissant que le circuit de la récompense. Autrement dit, par défaut, ce que les études nous montrent, c'est qu'on n'est pas serein. Par défaut, on est dans le circuit de la menace. Et seulement si tout va bien, alors on allume, on peut passer au circuit de la récompense. La proportion est conséquente, puisque les études, une étude notamment de Martial Losada, vous pouvez avoir accès à cette étude bien sûr, ou je peux vous la donner par après, montre,
C'est quelqu'un qui a étudié des comités de direction, il a étudié 50 comités de direction, il les a interviewés, il les a filmés, il était présent. Et il a regardé quels étaient les patterns, les points communs qui revenaient et qui expliquaient qu'une entreprise fonctionnait ou pas. Et il a mesuré le fonctionnement d'une entreprise sur 3 niveaux, le turnover, la satisfaction des employés, mais aussi les résultats en bourse. C'est toutes des entreprises qui sont cotées en bourse. Et il a remarqué que les entreprises qui performaient le mieux, dans lesquelles il y avait la meilleure ambiance, sont des entreprises dans lesquelles, au sein du comité de direction, et vous pouvez faire la translation pour les équipes, le rapport entre interaction positive, interaction négative est de 5 pour 1. Et c'est vrai dans les couples et les familles également. L'étude a été portée au niveau des couples et des familles. Donc le cerveau a besoin d'un rapport de 5-1 pour se mettre dans des dispositions positives. C'est vraiment conséquent. Si on fait le bilan, et je vais vous laisser une seconde ou quelques secondes pour le faire, de comment on vit avec notre conjoint, nos enfants, nos collaborateurs, dans quel rapport est-on? Eh bien, 5-1, on n'y est pas toujours, parce qu'on n'y pense pas, parce que nous-mêmes, on est beaucoup plus attiré par ce qui ne va pas que par ce qu'il va, aussi pour ces raisons de circuit de la menace que de circuit de la récompense. Alors pour être plus complet, 5-1, c'est là qu'on avait le maximum de, de satisfaction et de productivité. 3-1, c'est là qu'on était dans les normes. Et en dessous de 3-1, c'est là que on commençait à voir que le turnover augmentait, que la productivité n'était pas celle attendue. Donc 3-1, c'est le minimum. 5-1, c'est l'idéal. Remarquez aussi que ce n'est pas 5-0, c'est 5-1. Et il est clair que le 5-1 ne peut pas se faire alors qu'on est dans un climat menaçant. Ça devient évidemment du fake. Donc la sécurité psychologique, qui est un des thèmes qu'on aborde le plus en plus souvent et qui est le plus en plus souvent débattu. Pourquoi? Parce que dans une étude qui a été menée chez Google, notamment, l'étude Aristote, il a été montré que c'était le facteur numéro 1 de performance des équipes et loin devant les autres, donc loin devant la capacité des gens ou leurs compétences. La première chose, c'est la sécurité psychologique. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je dirais une chose très simple à retenir pour la sécurité psychologique, c'est être sûr que quoi que je dise, quoi que je fasse, c'est-à-dire si je critique un projet, si je fais part de mes émotions, si je fais part de mon découragement ou de mes appréhensions, je serai ni remballé, ni ridiculisé, ni puni. C'est ces trois choses-là. Moi, dès que j'ai lu ça, j'ai commencé à l'instaurer d'abord dans ma famille, et donc on a arrêté l'ironie, on a arrêté les moqueries. Ça va très vite, en fait. Et donc, non seulement il faut faire du 5-1, mais en plus, il faut penser à la sécurité psychologique. C'est le facteur numéro 1 de performance et probablement d'engagement, bien que les liens entre sécurité psychologique et engagement n'ont pas encore été faits. Et la méthode du fameux hamburger, ça ne marche pas. Parce que mettre une couche de positif, puis une couche de négatif, puis une couche de positif, ben d'abord on est à du 2-1, donc voilà, on est en dessous des normes. Mais en plus, ça ne marche pas si vous voulez. Par exemple, il y a des études très intéressantes qui montrent que les grands discours où on remercie toute une équipe en disant cette année, je vous remercie, sans être précis sur les actions ou les gens, sont vécus comme étant plus menaçants par les gens que positifs. Donc non, c'est pas la méthode du hamburger qu'il faut faire. La meilleure façon de faire, c'est de valoriser tout au long de l'année, tout au long de la journée, mais tout ce qui va bien, valoriser tout ce qu'on peut valoriser, mettre du positif partout où on peut le mettre. Alors des interactions positives, c'est quoi? Eh bien, c'est de dire bravo, c'est de dire merci, c'est de faire le pouce en l'air, c'est de laisser la parole, c'est d'accorder du temps, comme on le verra plus tard, on verra quels sont les 5 langages de la reconnaissance. Principe numéro 2 de la reconnaissance, c'est d'influencer des comportements. C'est-à-dire de faire en sorte que les comportements qu'on valorise arrivent plus et que les comportements qu'on veut voir disparaître disparaissent. C'est quand même ça le principe de la reconnaissance. Et comment ça marche un comportement? Eh bien, le fait de téléphoner à un client, le fait de demander l'avis de quelqu'un, le fait d'intégrer l'opinion, le fait de laisser la parole à quelqu'un en réunion, enfin, tous ces comportements, l'empathie par exemple, la capacité à collaborer, ça vient des connexions neuronales. Alors aussi, et croyez-moi, même après l'avoir étudié depuis de nombreuses années, ça me paraît toujours aussi étrange, mais c'est comme ça, une idée, une pensée
est le fruit de connexions neuronales. Et je pense que dans les années à venir, on va parler de plus en plus de neurones aux managers et aux gens des ressources humaines, c'est déjà le cas maintenant, mais on parlera aussi des hormones, dont on ne parle pas encore assez. Ça serait le sujet pour un autre POG, mais donc on ne va pas en parler maintenant. Mais c'est vraiment ça qu'on doit faire, c'est-à-dire c'est de connecter les neurones. Une nouvelle pensée, une réflexion, par exemple, motiver quelqu'un à faire l'administratif alors qu'il ne le fait pas, eh bien, c'est créer des connexions neuronales. Et là, il y a quelque chose, il y a une très mauvaise nouvelle, et je vais vous la donner, c'est que les conseils ne créent pas de connexions neuronales. Non, non, ça marche pas. Donc, à peu près 95% des conseils qu'on donne sont inutiles, d'autant plus si la personne n'a pas demandé à avoir le conseil. Donc, ce qui marche, c'est que la personne crée elle-même des connexions neuronales. Et la première chose à laquelle la reconnaissance peut servir, c'est à renforcer les connexions neuronales. Et les premières connexions neuronales qui existent, ce sont celles des motivations. Alors, Gilles Simon, c'est un joueur de tennis qui a écrit un chouette article dans Paris Match il y a quelques mois, et il se pose la question de savoir comment ça se fait qu'aucun Français n'a remporté Roland-Garros depuis 84 ou 85. Si vous pouvez m'aider sur le chat, ça m'aiderait, mais c'était Yannick Noah qui a remporté le dernier Roland-Garros. Alors que la France a vraiment une tradition tennistique très poussée. Ça veut dire qu'il y a des terrains de tennis dans toutes les mairies, il y a une école de tennis, on parle de tennis. Et il explique ceci, il dit au fond, c'est intéressant parce que si on compare, merci, 1983, Yannick Noah, merci. Donc si on compare la façon dont les entraîneurs américains travaillent avec leurs champions et la façon dont les Français travaillent avec leurs champions, c'est très différent. Et je dis français, mais je pourrais dire probablement belge, luxembourgeois, enfin on a cette mentalité. C'est-à-dire que les Américains voient un joueur de fond et ils se disent, toi tu es bon en joueur de fond. Eh bien on va faire en sorte que tu deviennes meilleur en joueur de fond. Les écoles européennes se disent, ok, toi tu es joueur de fond, mais à la volée, il y a du progrès à faire. Donc on va travailler ta volée. La volée, c'est le monter au filet. Et on va travailler ça parce que c'est là que tu dois t'améliorer. Eh bien, c'est un bon sens, mais c'est une erreur. Neurologiquement, c'est une erreur. Un joueur de fond, il a des motivations à jouer au fond. C'est comme des fibres optiques. Les neurones sont connectés comme des gros câbles. Et il est beaucoup plus facile de faire pousser des bourgeons sur ce gros câble que de vouloir greffer des branches là où il n'y a pas de motivation. Et c'est pourtant ce qu'on essaie de faire. Et il dit, en fait, c'est pour ça. Les joueurs, enfin, son témoignage, c'est de dire, au fond, les joueurs entraînés aux États-Unis, on leur apprend à être meilleurs dans ce qu'ils font déjà. Tandis que les joueurs ailleurs, on leur apprend à travailler sur leurs défauts. Ils ont fait des études d'ailleurs assez intéressantes. Ils ont mis deux équipes et ils ont alors testé, il y avait des électrodes, ils testaient les hormones qui circulaient dans le sang et puis ils les interviewaient. Et à une équipe, on demandait de parler de leurs points forts. Et on a vu qu'il y avait des décharges d'ocytocine, on a vu que les gens s'amusaient, que les gens étaient pleins d'énergie. L'autre équipe, on leur a demandé de parler de leurs points à améliorer. Eh bien, on a vu que le stress augmentait, on a vu que les hormones du stress augmentaient, donc le stress psychologique augmentait, mais également hormonal, et on a vu que le niveau d'énergie des gens diminuait. Donc, parler de ce qui marche et partir de ce qui marche, eh bien, c'est pas seulement une question de bon sens, enfin de bienveillance, c'est d'abord neurologiquement fondé. Pourquoi? Eh bien, une des raisons, c'est notamment que, après une approche, les motivations chez l'individu apparaissent à l'âge d'1 an. Donc là, à 1 an, entre 1 et 2 ans, l'enfant spécialise son cerveau. Il va créer, si vous voulez, des comportements préférentiels qui vont être ce qu'on va appeler plus tard les valeurs. Et donc chacun vient travailler pour réaliser ses valeurs parce que c'est ça qui donnera du plaisir. Et donc, la reconnaissance peut servir d'abord à valoriser ce que la personne fait déjà de bien. Et non pas ce qu'on voudrait qu'elle arrive à faire.
Et là, on a un biais, évidemment. C'est-à-dire qu'on se dit, oui, oui, ça, elle fait bien. Mais moi, j'attends d'elle qu'elle fasse ça. Eh bien, ça marche pas comme ça, le cerveau. Si on attend d'elle qu'elle fasse ça, on peut en parler. Mais il faut voir si c'est connecté à ses motivations, parce que si c'est pas connecté à ses motivations, ben ça poussera pas. Il faudra beaucoup de leadership, il faudra beaucoup de management, il faudra beaucoup d'entretien, beaucoup de temps. Donc, il vaut mieux aller voir ce qui marche déjà bien. Et c'est ce qu'on appelle ça, ce qu'on appelle un feedback de renforcement. C'est-à-dire d'aller voir ce qui va bien et de renforcer ce qui va pour essayer de faire que la personne ben, elle va avoir un double bénéfice. D'abord, elle va le faire mieux, mais en plus, elle va être plus heureuse dans ce comportement. Une autre chose importante, c'est que la reconnaissance procure du plaisir. Donc, on oublie ça, mais dans une étude qui avait été faite, elle date de quelques années quand même, mais pour 67%, cette étude avait été faite en France, pour 67% des Français, la première motivation à venir au travail, c'est de savoir que notre travail et nous-mêmes, nous sommes appréciés par notre manager, par nos collaborateurs. C'est énorme. Pour 67% des Français, la première motivation est donc de se savoir apprécier et donc d'avoir de la reconnaissance. Et le business case, parce qu'on parle quand même business, ça veut dire quel est le lien entre la reconnaissance et le business. Eh bien, un, c'est le facteur, comme le disait Julie, numéro un ou deux de rétention ou de départ ou de turnover. Ce sont des études qui ont été faites par Globe of Force, je pense, ou Gallup. Enfin, non, ben voilà, il y avait Towers et Watson. C'est le facteur numéro un d'engagement dans une autre étude. Et dans une étude qui a été faite, ça c'est Gallup ici, on montre que la reconnaissance crée l'engagement et donc diminue de 65% le turnover, augmente, diminue la qualité, enfin diminue les erreurs si vous voulez, mais surtout augmente la productivité et la profitabilité de l'entreprise. Donc la reconnaissance, si vous ne le faites pas pour des raisons humaines, bien faisons-le au moins pour des raisons business. Ça ne coûte pas cher, vraiment, ça demande extrêmement peu d'investissement. Il ne faut pas mettre en place des process et ça rapporte énormément. Alors on va voir pourquoi on n'en fait pas. Eh bien, on n'en fait pas, une des raisons pour laquelle on n'en fait pas assez, c'est très probablement le fait que, eh bien, on soit beaucoup plus dans le circuit de la menace, naturellement, que dans le circuit de la récompense. Alors pour avoir des outils concrets et pratiques, ben voilà, quelques conseils pour un feedback de renforcement, vous en connaissez déjà certains, mais d'abord, on a regardé intentionnellement ce qui va bien. Ça veut dire mettez votre intention sur ce que la personne fait bien. Et vraiment appliquez ça aussi bien pour vos collègues, collaborateurs, que pour vos proches, et entrons-nous d'abord avec nos proches, du moins c'est ce que moi je fais, mais aussi dans la reconnaissance, là où on interpelle souvent les gens, c'est n'oublions pas aussi de donner de la reconnaissance à nos N plus 1. Ils en ont aussi bien, autant besoin que nous. Quand moi je suis valorisé par mes équipes, ben, ça me fait vraiment très très plaisir et j'ai une journée réussie. Et quand je prépare leur repas pour les enfants, eh bien j'aime bien qu'ils me disent merci du temps que tu as consacré. Donc n'oublions pas aussi de donner de la reconnaissance à nos N plus 1. Sincèrement, c'est comme ça qu'on crée une culture, si vous voulez, parce que sinon on attend toujours d'en recevoir, mais il faut amorcer la pompe également, et puis il faut donner de l'énergie aux autres, donc en donner au N plus 1. Donc regarde intentionnellement vraiment ce qui va bien, et puis il faut le dire à la personne et l'encourager. Par exemple, on peut le reconnaître. Super, continue comme ça. On peut aussi être spécifique. Plus vous serez spécifique, plus vous serez efficace. Voici les trois choses que j'ai appréciées. Donc pas bravo pour tes efforts. Bravo pour tes efforts à tel endroit, tel endroit, tel endroit. J'ai vu que hier, tu étais resté plus tard. Merci de m'avoir envoyé ce mail à 20h30. Exceptionnellement, bien sûr, il ne faut pas que ça devienne une habitude, on s'entendra. Reconnaissez l'effort que ça demandait. On parlera par après. Donnez votre point de vue. Exprimez votre émotion, parce que là, vous allez être proche de la gratitude. Là, tu m'as épaté, tu m'as vraiment rendu un grand service, tu m'as soulagé. Merci. Hein. Donc, on peut faire un merci de reconnaissance ou un merci de gratitude. Le merci de gratitude, il a une émotion en plus. Et puis, partagez aussi votre expérience. Ben, voici ce que moi j'ai fait quand ça a bien marché. Puis, voici ce que j'ai fait quand ça a mal marché. Donc, voilà comment on va renforcer des neurones qui travaillent déjà bien. C'est ce qu'on appelle le feedback de renforcement. C'est là principalement qu'est la reconnaissance. Donc, il ne faut pas, je dirais, arrêtons de vouloir donner de la reconnaissance sur ce qui n'existe pas encore, donnons d'abord de la reconnaissance sur ce qui fonctionne bien. Alors, soyons vraiment très organisés pour le faire, parce que sinon on l'oublie, vu qu'on a
une facilité à remettre le nez dans le guidon facilement, eh bien, n'hésitez pas à faire ce genre de tableau. Vous pouvez faire une capture d'écran, c'est-à-dire quels sont mes équipiers, quelles sont ses qualités, quels sont les comportements que je pourrais renforcer et quels sont les comportements que je pourrais apprécier, pourquoi je l'apprécie et quel encouragement je vais donner, comment je vais le donner. Voilà, c'est vraiment un petit tableau, mais qui nous permet au moins de ne laisser personne sur le carreau et d'avoir ce réflexe d'aller encourager ce qui va bien. Alors, il y a, l'étude montre qu'il y a 5 langages de la reconnaissance. Donc, il y a le langage, il y a les gens qui veulent des merci, qui apprécient beaucoup quand on vient leur dire merci. Il y a des gens pour qui les merci ne sont pas importants, mais qui vont apprécier du temps de qualité, qu'on passe du temps avec eux. Par exemple, mon épouse, entre un cadeau et du temps de qualité, eh bien, elle va de loin préférer la seconde option. Il y en a qui préfèrent des cadeaux. Ils disent oui, c'est bien, un merci, c'est bien, mais le cadeau, où est-il? Eh bien, il y en a qui préfèrent des cadeaux, et c'est logique. C'est comme ça, il faut l'accepter, même si ce n'est pas notre langage. Il y en a qui préfèrent un geste, une médaille, qu'on les valorise lors d'un discours, qu'on valorise le statut. Et puis il y en a qui préfèrent qu'on passe du temps à leur rendre service, c'est-à-dire qu'on leur renvoie l'ascenseur. Cette image m'a bien fait rire parce que je pense que ça peut être parfois le cas. Voilà, juste avant la conférence, le voisin m'appelait parce qu'il était assez âgé et médicalement il se sentait mal. Et bien, donc voilà, c'est un renvoi d'ascenseur que je lui ai fait parce que lui aussi me rendait service. Donc on peut vraiment avoir des langages différents en fonction des gens. Et c'est important d'être spécifique. Et de nouveau, je vous invite à faire une grille parce que sinon les mots s'envolent et puis on oublie. Et d'avoir une grille, de se dire au fond, quels sont les collaborateurs dans mon équipe, d'accord? Puis voilà, il y a moi d'abord, hein, de comment je vais m'apporter de la reconnaissance à moi-même. Et puis quels sont tous les autres collaborateurs dans mon équipe, d'accord? Et quel collaborateur préfère quoi? On n'arrivera pas à remplir toutes les cases, mais petit à petit, on va affiner notre intuition et on va arriver à le faire. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne donne pas de reconnaissance? Ben parce qu'il y a beaucoup d'anti-reconnaissance, hein, d'accord? Donc on a vraiment énormément d'anti-reconnaissance. Je tiens à insister là-dessus parce que dans une culture d'entreprise, c'est important d'y accorder de l'attention. Eh bien, par exemple, j'entendais souvent des managers ou des patrons me dire, mais enfin, je vais quand même pas les remercier pour ce qui est normal. Eh bien, on peut se poser la question de savoir ce qui est normal. Mais si, reconnaissons les gens. Je veux dire, tous les gens arrivent à 9 heures, ou à 8h30, ou à 6 heures, peu importe, ça dépend des entreprises. Bien, ils se lèvent tous les matins, ils vont conduire leurs enfants s'ils en ont, ils s'organisent pour être à l'heure. C'est bien. Je veux dire, pourquoi pas? Moi, je poserais plutôt la question à l'inverse. Je dirais, pourquoi pas remercier les gens pour ce qui est devenu normal? Un autre reconnaissance, une anti-reconnaissance, et il est payé pour ça. Oui, certes, il est payé pour ça, mais l'augmentation de salaire dure en moyenne, la satisfaction liée à l'augmentation de salaire, pardon, dure en moyenne 3 mois. Avec de la reconnaissance, me disait un ancien militaire, on suit un chef jusqu'au bout du monde. Donc oui, il est payé pour ça, mais le salaire, c'est le minimum. Ne l'habituons pas à la reconnaissance. C'est-à-dire qu'on a peur parfois de donner de la reconnaissance à certaines personnes. Alors cette peur peut être justifiée parfois, oui. Il peut y avoir des comportements de dominance qui font que si on donne de la reconnaissance ou des comportements où on n'est jamais satisfait, et donc à ce moment-là, si on donne de la reconnaissance, néanmoins, même pour les gens qui ne sont jamais satisfaits, ne pas donner de la reconnaissance est pire que d'en donner. Lire ses mails en écoutant. D'accord? Donc, par exemple, la personne écoute et elle veut du temps de qualité, elle vient de dire, je viens de parler d'un truc d'important, elle dit, oui, oui, je suis à toi, oui, je t'écoute. Mais en fait, le cerveau est monotache, d'accord? Donc, il ne sait pas faire deux choses complexes en même temps. Donc, quand on lit ses mails en même temps qu'on écoute, eh bien, l'autre personne, on lui envoie le message comme quoi mes mails sont plus importants que toi. N'hésitez pas à le dire à vos enfants si, quand vous leur parlez, ils sont devant leur smartphone, sans les culpabiliser pour autant, mais c'est simplement un fait, c'est-à-dire ton écran est plus important que ce que j'ai à te dire. Dire merci par habitude, c'est un anti-reconnaissance, donc c'est vrai que trop de merci tue le merci, ça veut dire qu'il faut être spécifique dans le merci, et puis il faut, hein, rappelez-vous, dire ce que ça vous a fait, et ne rien dire. Alors c'est ça, donc c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire que 63% des gens viennent vraiment pour la reconnaissance, et donc on a un mode de management que je comprends très bien, qui peut être, enfin, qui est facile, et puis on n'a pas toujours le temps, mais qui est de dire, écoutez, tant que je ne dis rien, c'est que tout va bien, ne vous inquiétez pas. Eh bien, ça marche pas pour le cerveau. Ce mode de management qui est de dire,
Tant que ça va bien, je ne vous dirai rien, ça ne marche pas. Le cerveau a besoin de savoir qu'on est dans le bon. Donc voilà les anti-reconnaissances de celui qui donne, mais aussi de celui qui reçoit le feedback. Il y a beaucoup d'anti-reconnaissances, c'est-à-dire il m'a oublié, mais c'est pas grave. Hein, oui, enfin, on est beaucoup, il n'a pas le temps. Bien non, c'est pas vrai. C'est son job du chef. Ne pas accepter un compliment de mon chef. Ah oui, ça, j'ai pas accepté un compliment, c'est louche. Je vais pas failloter, quoi. Et puis alors ne pas refuser. Il dit que tout est de ma faute, il a sans doute raison. Non, on peut dire que c'est pas notre faute, mais ça c'est un autre débat bien sûr. Ne pas se donner de reconnaissance à soi-même, d'accord. Souvent, on peut impliquer la réussite d'un projet à d'autres ou à la chance, alors que on a joué une part de rôle là-dedans, et ça vaut la peine de temps en temps de se taper sur l'épaule et de se dire bravo, là tu as quand même bien joué. Voilà, ça vaut la peine de le dire. N'hésitez pas à vous le dire à vous-même pour les événements que vous avez vécus ce matin, que vous allez vivre cet après-midi. Pensons à se donner de la reconnaissance, bien sûr. Voilà pour le feedback de renforcement. Je voulais vous emmener aussi dans le feedback d'amélioration. Est-ce que vous avez des questions avant? N'hésitez pas à les poser dans le chat si vous en avez. Alors, si on va plus loin dans le comportement humain, et si on le comprend, voilà une pyramide qu'on utilise énormément et qui est très facile à retenir parce qu'elle a 6 niveaux. Et le premier niveau, c'est la physiologie. D'abord, il faut bien dormir. D'accord? La première chose qu'il faut faire, c'est dormir. Hier, j'avais quelqu'un autour d'un break qui me disait oh, mon épouse est très stressée, elle a mal au dos. Et la première question que c'est un réflexe d'ancien médecin, enfin je ne pratique plus, mais je disais est-ce qu'elle est fatiguée? Elle me disait ah oui, elle est crevée. Et je disais ben, avant d'aller voir un coach ou un psychologue, il faut vraiment qu'elle aille dormir, c'est la première chose à faire. Elle peut avoir besoin d'un coach pour aller dormir, mais la première chose c'est de dormir. La première cause des maux de dos, c'est le stress, et la première cause du stress, c'est très souvent la fatigue. Alors parfois on n'y arrive pas, bien sûr, c'est pas toujours si simple. Mais la physiologie est à la base. Une fois qu'on a bien dormi, alors on peut se lever et avoir des motivations. C'est-à-dire qu'on se lève et on se dit ah, ma journée, qu'est-ce qui me motive dans ma journée d'aujourd'hui ou que vais-je faire qui me motive? Donc on se branche sur ces motivations. Et dès qu'on s'est branché sur ces motivations, apparaît quoi? Eh bien, des émotions qui peuvent être, si on est branché sur ces motivations, le plaisir, ou la joie, ou la sérénité, ou la tranquillité. Donc on va se brancher sur les émotions, vont venir des motivations. Et puis, comme on veut avoir du plaisir et de la joie, on se dit, mais comment je vais faire? Et donc, on va commencer à réfléchir, et c'est là que vient le mindset. Et comme on sait que rendre les gens heureux autour de nous, ça nous apporte du bonheur, on va essayer de réfléchir sur comment on communique. Donc, le mindset est le pilote pour se dire, mais comment je vais avoir du plaisir à partir de mes motivations? Et puis, le mindset fait qu'on va poser des actes, on va avoir des comportements, des actions. Un comportement, c'est une action. Et ces comportements vont donner des résultats. Voilà une pyramide qu'on peut appeler la pyramide des résultats. Et l'humain fonctionne de façon naturelle comme ça. D'ailleurs, hein, on pose comme question à nos enfants, mais qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce que tu veux faire? Et puis on arrive au résultat. L'entreprise, par contre, se dit souvent, j'aimerais bien avoir des bons résultats, donc il faut les bons comportements, donc il faut les bons mindsets, donc il faut les émotions. L'entreprise se dit les deux. Hein. Elle part évidemment des motivations, mais elle peut partir aussi parfois de la pression sur les résultats. Et pour influencer ceci, qui est très important, hein, les résultats, c'est vraiment quelque chose qu'on cherche, eh bien, nous devons travailler sur les 3 principes qui sont ici, mindset, émotion, motivation. C'est probablement un des chapitres qui va être le plus en plus abordé dans les entreprises à l'avenir. C'est travailler sur les mindsets des gens, travailler sur leurs émotions et travailler encore plus sur découvrir et connaître leurs motivations. C'est vraiment une triade gagnante qui fait que les comportements vont arriver et les résultats vont arriver, mais surtout qui fait que les gens auront envie de s'engager. La culture d'entreprise doit vraiment se dérouler à ce niveau-là. Et les émotions, oui, c'est mettre un kicker, pourquoi pas, un kicker dans une salle de repos, mais c'est surtout que les gens aient du plaisir au travail. C'est-à-dire que et le plaisir viendra du fait qu'ils soient en relation avec leurs motivations individuelles et les motivations universelles, par exemple trouver du sens, l'équité, ainsi de suite. Et qu'ils soient dans un environnement où les mindsets sont favorables, c'est-à-dire qu'on leur se sentent en sécurité psychologique, mais en plus ils peuvent émettre des idées, mais en plus il y a des discussions autour du sujet, mais en plus qu'on soit orienté solution. Donc les ressources humaines, les gens des ressources humaines savent ça depuis longtemps. De plus en plus, on va demander aux managers de créer de l'intelligence, de créer de la collaboration, de créer de l'initiative, et de plus en plus, on va leur demander d'être
pédagogue et psychologue, encore plus qu'avant. Un des aspects de cela, c'est ce qu'on appelle le fixed mindset et le growth mindset. Vous avez certainement entendu parler du growth mindset. C'est un principe qui a été au point par Carol Dweck, qui en fait spécifie certaines choses et puis surtout qui a l'avantage d'avoir fait des études autour du growth mindset, ce qui était peu fait jusqu'ici. Et elle décrit le growth mindset sur elle décrit le fixed mindset sur le fait que c'est de considérer que sur un plan ou pour un individu ou dans un domaine, les talents sont innés, alors que dans le growth mindset, on pense que les talents peuvent être développés. Et donc le fixed mindset, c'est trois choses, je vais aller très vite là-dessus, c'est on veut prouver, on veut avoir l'air compétent. Si moi je suis en fixed mindset, je veux avoir l'air compétent, tandis que l'autre, quand je suis en growth mindset, je veux m'améliorer. Quand nous sommes en fixed mindset, ben, on n'a pas envie de transpirer parce qu'il faut être doué, si vous voulez. Donc là, je suis pas doué, donc j'arrête. Tandis qu'en growth mindset, travailler, l'effort est vraiment intéressant, c'est ce qui me motive. Et puis en fixed mindset, vu que je n'ai pas envie de me planter, hein, c'est comment ne pas me planter en fait, le fixed mindset, eh bien j'évite la difficulté. Et le growth mindset, c'est apprendre de mes erreurs. Le business case, c'est-à-dire le growth mindset appliqué au business, est vraiment intéressant. On voit que euh, par rapport, par exemple, ou aux écoles, on voit que dans les études que Carol Dweck a faites, eh bien, les élèves à qui on a fait qu'on a mis en growth mindset, uniquement par le feedback, j'y reviendrai, eh bien, sont beaucoup plus orientés sur le fait de sortir de leur zone de confort, de s'engager dans la difficulté et ont de meilleurs résultats. Donc c'est vraiment très impressionnant. Elle a fait cette étude plusieurs fois. Donc mettre les gens en growth mindset permet de développer leur capacité à progresser. Et c'est tout à fait en relation avec la pyramide que je vous montrais au départ, que je vous montrais précédemment, c'est-à-dire que la pression sur les résultats n'est pas compatible avec l'intelligence, le plaisir et la motivation humaine. On peut le faire pour des motivations, mais ce seront des motivations qui seront liées purement à l'atteinte du résultat. C'est-à-dire que je serai content si j'ai le résultat, mais si j'ai pas le résultat, je suis découragé. Donc il n'y a pas de résilience. Et il n'y a pas de sens. Les gens sont stressés par définition parce que même quand ils ont un résultat, ils ont peur de ne plus pouvoir l'atteindre. Tandis que si on fait du growth mindset, si on s'intéresse aux émotions des gens, pas le plaisir, mais plutôt la joie, c'est-à-dire la façon dont les gens vont créer du sens dans leur job, et aux motivations, et que là-dessus on fait du growth mindset, alors la personne se met dans une obligation de moyens, et là-dessus on peut être extrêmement exigeant, et non plus une obligation de résultat. Parce que l'obligation de résultat, elle va stresser les gens, et donc les gens partent. La pression sur les résultats ne motive pas les gens. C'est très intéressant parce que si vous parlez à des champions olympiques, donc même à des très hauts niveaux sportifs, eh bien, la seule chose qu'ils essayent de faire avant un match, c'est de se couper de la pression des résultats, sinon ils perdent leurs moyens. Par contre, ils s'entraînent, ils arrivent à l'heure, ils ont leur équipement, bien sûr, ils consacrent une grande partie de leur vie et de leur loisir à ça. Donc l'obligation de moyens est là où on doit mettre les exigences. Alors, comment donner un feedback qui permet du growth mindset? Eh bien, c'est sur quoi je voulais attirer votre attention. Dire à quelqu'un, tu as été brillant sur ce projet, bravo pour tes beaux points. Eh bien, ça n'est pas du growth mindset. Pourquoi? Eh bien, je vous laisse y réfléchir 2 secondes. Pourquoi dire à quelqu'un, tu as été brillant sur ce projet, bravo pour ton 9 sur 10, n'est pas du growth mindset. Deuxième exemple, tu es bon en communication, tu as un vrai talent. Pourquoi est-ce que ça n'est pas du growth mindset? Troisième exemple, pourquoi donc ça met les gens, ça les valorise sur le résultat, mais ça diminue leur capacité à donner le meilleur d'eux-mêmes. Troisième exemple, tu t'es planté sur ce projet, tu n'as vraiment pas été bon. Pourquoi est-ce que c'est pas du growth mindset? Eh bien, pourquoi? Parce qu'ici, tu as été brillant sur la personne, c'est que je juge la personne, pas le processus. Et donc, au prochain problème, la personne va avoir la trouille d'être jugée. Pensez au rapport 5.1. Tu es bon en communication. De nouveau, si la personne a travaillé beaucoup, je ne valorise pas son mérite.
Donc, je néglige les efforts. Donc, je ne suis pas spécifique. Et ça la met en fixed mindset. Tu t'es planté sur ce projet. Tu n'as vraiment pas été bon. Évidemment, ça n'est pas du growth mindset. On l'aura deviné. Mais donc, comment on peut faire du growth mindset sur quelqu'un qui a fait des erreurs? C'est très intéressant. C'est-à-dire, ben, il n'y a pas de complaisance vis-à-vis des faiblesses. Il n'y a aucune observation des efforts qu'elle aurait pu mettre. Il n'y a pas de, on ne donne pas l'envie à la personne ni de s'améliorer, ni de progresser. Et donc, le but du growth mindset, c'est vraiment une philosophie d'entreprise. Hein. Donc, c'est considéré comme un concept très simple. Pour être franc, c'est parfois un piège parce qu'on se dit, ah oui, c'est simple. En fait, c'est une vraie philosophie d'entreprise qui est extrêmement exigeante pour les individus qui doivent le faire parce qu'il faut être tout le temps impliqué, détaché, il faut avoir le temps et il faut être en confiance. Mais néanmoins, c'est un excellent investissement, dirons-nous. Mais néanmoins, c'est complexe parce que intentionnellement, j'aurais tendance à faire le feedback, tu as été brillant sur ce projet. Ben non, c'est pas. Alors qu'est-ce qu'on peut dire à la place que tu as été brillant sur ce projet? Eh bien, on peut dire beaucoup de choses. On peut dire, ben, euh, écoute, j'ai observé le temps que tu avais mis, bravo pour ton investissement, j'ai remarqué les efforts, je vois que tu t'es amélioré sur le plan de la communication. Ça met les gens en growth mindset. Donc, je dirais qu'il y a 5 mots à retenir pour mettre les gens en growth mindset que moi j'utilise vraiment énormément, euh, autant quand les gens ont des bons résultats que des mauvais résultats. Je garde énormément d'exigences sur l'obligation de moyens, donc sur le travail, mais je vais insister sur des mots comme progresser, sur travailler, l'effort que tu as fait, sur s'améliorer. Comment tu vas t'améliorer? Tiens, tu t'es planté, c'est intéressant. Comment tu vas t'améliorer? Qu'est-ce que tu as appris? Comment tu vas faire mieux? Et ainsi de suite. Ça ressemble à du growth mindset. D'accord? Donc les exercices sont nombreux. On pourra les faire une autre fois. Je vais terminer en parlant d'un outil. Il y aura une place pour les questions-réponses. Julie, c'est ça qui était prévu, pardon, il y a une place vraiment pour les questions-réponses ou les questions ne sont que par chat? Oui, tout à fait, Thierry. On fera les réponses après en live. D'accord, ok. Donc, on a un dernier outil qu'on utilise énormément et qui peut vous servir de base. Il est très, très apprécié des managers. Ils l'acceptent tout de suite. N'hésitez pas à le proposer à vos équipes. Il est très simple et il est extrêmement brain-friendly. C'est ce qu'on appelle le SOAR. Et donc, c'est un acronyme, c'est-à-dire qu'il y a deux choses. C'est un, trouver les motivations intrinsèques, les moteurs de la personne. C'est pas si compliqué. Il suffit parfois de demander aux gens, mais quelles sont les 3 choses importantes pour toi en venant travailler ici, ou les 5 choses importantes, et vous avez les motivations de la personne. Alors on peut aller beaucoup plus loin, mais je veux dire comme première approche, ça peut déjà être pas mal. Et puis vous pouvez regarder aussi les zones d'inconfort, c'est-à-dire les démotivations, ce que la personne ne supporte pas, ce qui lui prend de l'énergie. Et puis une fois qu'on a fait ça, on a une base, partir avec la pyramide pour construire la pyramide, hein, on part des motivations. Et alors, on va observer, mais au fond, quelles sont les forces de la personne? Au fond, quelles sont ses capacités, ses compétences? Qu'est-ce que je peux consolider, étendre, déployer, mobiliser? Et puis les opportunités, c'est le haut de SOAR, c'est-à-dire où est-ce que tu pourrais te développer? Où est-ce que tu as envie de te développer? Quelles sont les perspectives à explorer? Et puis les aspirations, quelles sont tes ambitions? Et la personne note ses ambitions pour l'année qui vient ou pour le mois qui vient. On peut faire ça tous les mois, on peut faire ça tous les 6 mois. Et puis les résultats. Quand ça marchera, comment le verrai-je? Comment mon succès va-t-il se voir? Qu'en résultera-t-il? Et donc, vous voyez, on est vraiment, le résultat ici est très important, donc il ne s'agit pas d'oublier le résultat, mais il nous sert de KPI pour savoir comment mieux mener mes actions à partir de mes motivations. Donc, le SOAR, c'est vraiment très efficace. C'est un outil de feedback pour préparer les feedbacks. C'est extrêmement utile. N'oubliez pas de le faire plusieurs fois pendant l'année. Enfin, je veux dire, on conseille vraiment aux entreprises parce que quand les gens vont en fin d'année pour avoir leur évaluation, le cerveau est en menace, hein, donc le circuit de la menace est extrêmement allumé. Tout y est pour l'allumer, si vous voulez, le doute, l'inconnu, le risque d'être insatisfait. Et donc, en fait, ça ne marche pas extrêmement bien à ce moment-là. Donc, on propose aux gens de faire 3 fois ou 2 fois par an, c'est aux équipes de décider, une entrevue informelle dans son organisation, je dirais, avec entre le manager et les employés, chacun enfin, en tête à tête, pas dans le bureau du manager, pas dans le bureau de l'employé, et où chacun s'assied pendant
une demi-heure et où on va travailler sur en quoi tu peux améliorer tes compétences ici et où as-tu envie de te développer. Et vous pouvez organiser ça autour du SOAR. Parce que c'est pas toujours facile d'enlever l'évaluation de fin d'année pour des raisons d'organisation ou légales. Mais par contre, vous pouvez y rajouter ce qu'on appelle des sit and talk, nous appelons ça comme ça, où ça ne doit pas être très préparé. C'est très, on n'est pas là pour parler de la pluie et du beau temps ou des vacances. On va vraiment parler de ton ambition et de comment tu vas t'améliorer. Et vous pouvez l'organiser autour du SOAR. Voilà comme une des façons de donner du feedback, du renforcement. Il y en a bien d'autres, hein, donc je n'avais pas l'intention d'être exhaustif, mais simplement de faire de vous donner quelques exemples et aussi de faire les liens entre feedback, reconnaissance et cerveau. Merci beaucoup de m'avoir écouté et place aux questions. Merci beaucoup Thierry. Peut-être je vais laisser la parole aux participants pour reprendre le son et poser votre question directement à Thierry. Donc, qui a une première question? Oui, Thierry, c'est Alexandre. Bonjour Alexandre. J'ai une première question qui est changer de culture en entreprise. Ça prend du temps, ça nécessite de l'énergie, de l'assiduité. Surtout que certaines personnes, même si de nombreuses personnes sont favorables, il y aura des personnes qui ne le seront pas, voire même destructeurs. Selon toi, combien de temps est-ce que ça prend et quels sont tes conseils justement pour y parvenir? Alors, j'aime beaucoup l'expérience de l'entreprise Favi. Je ne sais pas si vous connaissez cette entreprise. C'est une très chouette entreprise qui est dans le nord de la France. Vous pouvez aller voir sur Internet. Ils ont vraiment créé l'entreprise apprenante, mais ils l'ont fait. C'est une fonderie. Donc, c'est pas une société de service, c'est une fonderie. Donc, et ils ont créé vraiment une entreprise extrêmement moderne. C'est FAVI. Et c'est pas le seul témoignage que j'ai, mais ça prend 3 ans. Donc, il y a vraiment 3 ans pour changer une culture d'entreprise de façon radicale. Hein. Donc, c'est pas une amélioration. Là, c'était vraiment un changement radical. Et puis, les conseils, c'est ceux que vous connaissez, je pense. C'est d'abord, il faut que le management, la direction soit vraiment partie prenante parce que sinon, on peut juste atténuer les effets, mais on ne change pas. Donc, c'est de partir avec les managers et enfin la direction. Et la direction, je pense que se méfie parfois des soft skills. Je veux dire, c'est pas les entreprises qui investissent, qui font de la culture un axe stratégique, sont quand même pas courantes. J'en connais quelques-unes, mais sont vraiment pas courantes. Et donc le débat, et je pense qu'il y a moyen de les amener vers ça, c'est de leur montrer que l'investissement dans la culture va augmenter la performance et diminuer les ennuis. Et ça, les neurosciences permettent de le faire. C'est efficace, si vous voulez, parce que les gens se disent, ah oui, et les business cases, et les études. Et une fois que c'est fait, que les dirigeants valorisent et identifient leur plaisir à travailler dans cette nouvelle culture. Tant qu'eux n'ont pas une motivation intrinsèque à le faire, ils ne vont pas partir. Et puis une fois que c'est fait, il faut les informer sur les comportements humains. Et une façon de les informer sur le comportement humain, c'est beaucoup plus d'écouter nos ambitions et nos espoirs ou nos volontés, notre positivisme, que nos peurs. Vraiment travailler sur les peurs. Mais ça, c'est un autre débat. Mais c'est d'amener vraiment à se dire, mais au fond, idéalement, comment vous voyez que ça marche? Et le respect de la pyramide est par exemple un des conseils. Partir des motivations, construire, travailler sur les émotions. Et voilà, oui, c'est un des conseils. Mais bon, on pourrait en faire un livre de ta question, Alexandre. Merci. Qui souhaite prendre la parole? Une autre question? Julie, bonjour Thierry, c'est Dominique. J'aurais peut-être aussi une question, mais je me demande si elle n'est pas un peu hors sujet, mais bon, je vais quand même me lancer. Je me demande, enfin, l'impression que ça me donne, c'est que il y a de plus en plus d'attentes de la part, enfin, au niveau des entreprises pour mettre en place des mécanismes de reconnaissance. Est-ce que cette tendance ne serait pas liée aussi au fait que il y a peut-être des causes à chercher en dehors de l'entreprise? Est-ce qu'on n'a pas peut-être dans la sphère privée des choses à régler oui, des choses à régler qui feraient que l'employé recherche chez son employeur
des marques de reconnaissance qu'il ne trouve pas par ailleurs. Et donc, pour moi, ça crée une responsabilité dans le chef de l'employeur qui est peut-être un petit peu exorbitante et qui est une forme de compensation. Enfin, voilà, C'est je me dis que l'expérience cette tendance que tu en aujourd'hui, as. elle est énorme en fait. Hein. Ah oui, vous la ressentez comme ça. J'ai pas de vision suffisamment globale que pour valider ou invalider votre impression personnellement. Par contre, c'est vrai que on a le même cerveau depuis 100 000 ans à peu près, et que le nombre d'inconnus, de complexité, de changements augmente considérablement, et donc ça demande à chacun de plus en plus d'énergie ou de capacité à mieux utiliser son cerveau pour pouvoir vivre heureux dans ce monde complexe. En gros, c'est ça. Et ce que nous, on observe au niveau du burn-out, pour juste répondre à votre question, c'est que si des gens sont pas du tout satisfaits de leur job, mais peuvent se ressourcer en famille, ou inversement, eh bien, le risque de burn-out, par exemple, est fortement diminué. Pour parler du burn-out, hein, donc il y a toutes les phases intermédiaires. Mais par contre, là où il y a le risque augmente considérablement, c'est si la personne perd de l'énergie à la fois dans son job et ne peut pas se recharger ou perd de l'énergie dans la famille parce qu'il y a des conflits, parce que voilà, c'est tendu, parce que l'amour est parti, ou ainsi de suite, ou parce que les enfants peuvent être très difficiles. Alors à ce moment-là, le risque de burn-out augmente. Autrement dit, c'est vrai que là je parle plus de récupération, mais on n'insiste pas assez sur la récupération, et la reconnaissance, c'est une façon de recevoir de l'énergie puisque ça procure du plaisir. Donc la récupération, c'est principalement dormir, manger, mais c'est aussi aller trouver du plaisir. Dans la règle des 5 pour 1, on dit 5 plaisirs par jour. Mais la reconnaissance, par contre, gros avantage, c'est que ça coûte pas cher. Vraiment, ça coûte pas cher d'en faire. Essayez, commencez cet après-midi, ça coûte rien. Il faut être sincère, certes, parce que sinon, ça ressemble à un emballage, enfin, c'est la praline avec un goût amer à l'intérieur, si vous voulez. Mais ça coûte pas cher. Et c'est extrêmement rentable. Surtout si vous le faites sur les efforts et non pas les résultats. Si on le fait sur les résultats, la personne, en fait, dire à des gens, je peux faire l'expérience avec vous, hein. Évidemment, ça va être complètement faux parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'interactions, mais si je vous dis à vous, Dominique, ah ben bravo, très chouette question, ça c'est vraiment une question pertinente et intelligente, dire ça décourage l'entièreté des gens à poser une question. Parce qu'on se dit, mais comment je vais faire pour poser une question intelligente? En plus, c'était pas authentique. En plus, c'était pas Voilà, authentique. voilà. En plus, c'était pas authentique. Mais valoriser le résultat décourage l'envie des gens de s'impliquer. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, la reconnaissance, on peut vraiment la faire sur les efforts, voilà. Merci. Moi, j'ai quand même trouvé la question de Dominique très intéressante. Mais ça n'empêche pas. Mais le pauvre Dominique, il va être gêné, vous comprenez? Valoriser le résultat, ça crée de la gêne, ça donne pas de l'énergie, mais valoriser la personne, de dire merci Dominique d'avoir posé cette question, bravo pour cet effort, parce que c'est pas évident de poser une question alors que personne ne pose des questions, ou enfin il y a Alexandre qui en a posé une, mais c'est pas évident quand même. Eh bien ça donne envie d'en poser plus, normalement, hein, on va voir tout de suite. Mais... Moi, j'ai reçu une question, Thierry. La question est la suivante. Comment faire rendre les managers ou les personnes suffisamment courageuses pour oser donner des feedbacks? Quelle chouette question. Est-ce que c'est courageux ou est-ce que c'est diminuer la peur? Eh bien, je ne sais. Comme ça, je pense que vraiment, il faut travailler sur la peur. Il y a deux sujets en entreprise que je m'amuse à développer, c'est le sujet de la peur et le sujet de l'amour. Donc, je dirais que pour manager des gens, il faut les aimer. Et la peur, ça coûte un pognon en entreprise considérable, parce qu'on fait des reporting, on justifie, on envoie les mails. Par exemple, la politique des emails, c'est vraiment intéressant parce qu'on envoie énormément d'emails, parce qu'on a peur de manquer, on a peur, il faut justifier, mais en fait, c'est la peur qui est derrière. Donc, je pense que si le courage est l'inverse de la peur, eh bien, il faut souligner les bienfaits et apprendre aux gens à ne plus prendre leur peur pour des réalités. Je ne vois pas d'autre solution. Mais la réponse peut être frustrante parce que, de nouveau, il faut passer par la conscience des comportements humains. Mais comment motiver les gens? Travailler sur les mindsets, travailler sur les émotions sans un jour plonger dans la connaissance des comportements humains. Je ne sais pas.
si quelqu'un a une réponse, vraiment, c'est le bienvenu, parce que s'il y avait une machine qui pouvait le faire, mais tant mieux, mais je n'ai pas de réponse. Autre que la conscience des comportements humains, la connaissance des comportements humains et la conscience de soi. C'est ça qui permet le courage. Moi, pardon. Merci Thierry. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Oui, Ouais, oui, je suis en on t'entend. voiture, je dois confesser là. Excellente question, Julie. Ça, c'est private joke. Mais j'aurais quand même une continuation de cette question. Est-ce que la crainte doit complètement disparaître du monde de l'entreprise? Et volontairement, je ne parle pas de peur, pour justement déporter un peu le débat, pour introduire un axe un peu différent. La question, c'est de savoir est-ce que la crainte... Est-ce que la crainte, si on estime que la peur est négative, qu'elle coûte cher, que c'est le contraire du courage, que le courage est un levier de l'action, de toutes les actions, mais est-ce que la crainte doit complètement disparaître des relations managériales et des relations entre collègues? Ah, J'ai pas de Mathieu, on réponse. fera une prochaine conférence TIPOG à ce sujet. J'aime beaucoup. Oui, c'est le sujet de la peur est fascinant. Ouais. Alors, la crainte, c'est un dérivé de la peur. Et si vous brûlez dans le cerveau de rat l'origine de la peur, enfin ce qui déclenche la peur, ils meurent dans les quelques heures, ils se font bouffer. Donc, si vous voulez, ils vont dire bonjour au chat, quoi. Donc, si vous voulez, c'est... Non, donc, supprimer la crainte, sûrement pas. Par contre, il y a deux choses qu'il faut faire. C'est un, éviter de cultiver la crainte. Sécurité psychologique montre par exemple que c'est l'inverse de crainte. Et la deuxième chose, c'est apprendre à très très vite dépasser la peur. Ça veut dire, la peur, c'est ce qui vous permet de vous arrêter à un feu rouge parce qu'à un moment donné, on vous a dit stop. Mais agir sous peur ne rend pas prudent. Autrement dit, l'illusion de l'humain, c'est de penser que sa peur éloigne le danger. C'est une vraie illusion. C'est-à-dire, si j'arrête d'être inquiet, alors le danger va arriver. Eh bien, c'est faux. C'est pas comme ça que ça marche. Dans un mode de vie tel qu'on a, bien sûr. Pour un animal, c'est vrai. Mais l'animal n'a pas de préfrontal. Et donc, l'illusion de l'humain, c'est de penser que si j'arrête d'avoir peur, alors le danger risque d'arriver. Sujet passionnant. J'ai peur de vraiment déborder par rapport au thème. Si vous voulez que je déborde, je veux bien déborder. Mais on n'a parfois pas envie d'arrêter de s'inquiéter. Donc, si vous voulez, les outils pour gérer la peur sont myriades. Mais là où le vrai travail est à faire, c'est d'apprendre à visualiser que la crainte n'est pas la réalité. La crainte, c'est un dérivé de la peur. Hein. Donc que la crainte n'est pas la réalité. Et que donc la crainte est impossible à éviter, à moins de prendre des drogues ou de l'alcool, mais que par contre, croire dans ses craintes est une erreur stratégique considérable. Et donc il faut dépasser sa crainte. C'est difficile, c'est un beau débat. Merci. Si je peux peut-être, oui, je peux peut-être me permettre, Pierre-Roger. J'avais une question, réflexion. En fait, c'est la suivante. À ce qui a été exposé, je trouve ça extrêmement intéressant, mais évidemment, on se pose la question de la mise en œuvre et jusqu'où l'on va dans la mise en œuvre. Et en particulier, je pense que si l'on fait une mise en œuvre assez poussée, l'on peut assez vite arriver à un phénomène potentiellement un peu boîte de Pandore, dans le sens où l'on, avec tout ce questionnement et cette remise en question, on peut, j'imagine, arriver aux conclusions que certaines personnes se rendent compte potentiellement qu'elles ne sont pas à leur place, qu'elles ne font pas des choses qui répondent réellement à leurs aspirations, inversement que d'autres personnes, que l'on se rend compte que certaines personnes seraient potentiellement peut-être mieux davantage à la place de leur N plus 1, l'inverse, etc. Et que tout cela devienne davantage visible et transparent et que donc je pense que oui, il faut alors tout en processus d'accompagnement et encore une fois être prêt, je crois, peut-être, comme je l'ai dit en introduction, à avoir ce phénomène d'ouverture de la boîte de Pandore, en sachant où l'on commence, où l'on va-t-on s'arrêter, comment va-t-on gérer éventuellement tout ce qui a été engendré. Si l'on veut pas que tout à coup l'exercice soit freiné, stoppé brutalement. Oui, c'est vrai, il faut être stratégique. Donc, il y a la politique des petits pas. Hein. On n'est pas obligé de mettre l'entreprise ou la culture dans un shaker. On peut vraiment travailler par petits pas et ça a beaucoup d'effets aussi. C'est-à-dire que c'est un apprentissage permanent et continu, mais maintenu, parce que
Le growth mindset, par exemple, il est de nouveau, il vient de l'origine préfrontale, et c'est 20% des neurones qui doivent se battre contre 80% qui n'ont envie que rien ne change. Et donc, il faut soutenir les efforts. Mais on peut très bien procéder par petits pas. Amener un peu plus de ça, amener un peu plus de ça. Travailler sur le mindset. Comment on va développer, comment on va transformer tout doucement les feedbacks officiels et les feedbacks officieux. Et donc, il y a beaucoup de petites choses à faire parce que vous avez un allié pour tout ça. Vous avez un allié majeur pour tout ce dont on parle maintenant. Et cet allié est redoublable. C'est le plaisir. Autrement dit, les gens, quand ils n'auront plus peur de perdre leur emploi, et ça commence à être le cas, c'était les exemples que je donnais, ils vont aller rechercher du plaisir. Mais le gros avantage, c'est que le plaisir est beaucoup plus lié à l'intelligence qu'à la connerie. Autrement dit, il y a plus de plaisir à prendre du recul qu'à avoir des certitudes qui font peur. Et vous allez gagner votre combat. Si vous vous occupez de ressources humaines, c'est probablement que l'humain vous intéresse, que donc les motivations, les émotions, les mindsets vous intéressent. Eh bien, la civilisation a toujours gagné parce que le plaisir y est associé. Et le plaisir est avant l'intelligence. Ce n'est pas l'intelligence qui donne du plaisir uniquement. Ça, c'est peu. C'est d'abord le plaisir qui rend les gens intelligents. Et c'est votre allié majeur. Parce que le plaisir augmente les résultats, comme toutes les études le montrent. Et c'est votre allié majeur. Donc, la politique des petits pas, mais surtout le fait que tout le monde a beaucoup plus de plaisir à travailler dans une chouette ambiance que dans une ambiance où tout le monde se méfie de tout le monde. Ceci dit, ça ne va pas tout seul. Parce que c'est toujours un combat dans le cerveau de chacun de nous. Par exemple, si je reprends la question que vous posiez, il y avait de la peur. Si vous n'écoutez pas votre peur, je ne vous demande pas de répondre, hein, pardon, je n'ai pas envie d'être provocatif, mais c'est comme ça que ça marche dans l'application concrète. Si vous n'écoutez pas votre peur qui est liée à la question, qu'est-ce que donne votre question? Si vous retirez la crainte, qu'est-ce que donne votre question? Je dirais, si vous voulez faire un thème au POG, c'est n'ayons pas peur d'avoir du plaisir. C'est un chouette titre. Mais donc, c'est vraiment ça. Le plaisir, c'est votre principal allié dans la place, et l'intelligence suivra le plaisir. Alors, c'est pas gagné, mais c'est en bonne voie. Il y a 15 ans, 20 ans, quand j'ai commencé mon job, juste après mes études de médecine, un peu plus, pardon, je triche, mais il y a 25 ans, je m'étais dit, je vais travailler sur le stress. Mais à l'époque, il n'y a aucune entreprise qui avait envie de travailler sur le stress. Et maintenant, les entreprises veulent travailler sur le stress, mais elles veulent aller beaucoup plus loin. Elles veulent travailler sur les mindsets, sur les motivations. C'est un progrès majeur en 15-20 ans. Je veux dire, le management presse citron, c'est quand même vraiment très peu prôné, alors que ça l'était il y a 15-20 ans. Donc il y a vraiment un progrès majeur, et c'est ça qu'il faut regarder, je pense. Mais il faut accélérer la progression, parce que sinon, les entreprises qui ne collaborent pas ou qui ne développent pas suffisamment d'intelligence, elles vont devoir utiliser d'autres outils comme la carotte et le bâton, quoi. Et ça plaira pas aux gens, parce que surtout si le voisin ne fait pas ça. Ok, merci beaucoup. Avec grand plaisir, et merci pour la question surtout. Bonjour Delphine, je voulais revenir sur la notion de renforcer le talent plutôt que de travailler sur les points faibles, ce que je conçois parfaitement, mais ma question était comment du coup rendre notre talent en fait plus complet en travaillant malgré tout, parce que le talent qui se cultive, j'en suis convaincue, mais comment rendre quand même plus complet pour élargir oui, je vois bien. Oui, tout à fait. Mais d'abord, il y a moyen. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on n'est pas, on est quand même relativement défini par nos valeurs. C'est-à-dire que je n'ai pas les valeurs de mon voisin, en tout cas pas toutes les mêmes. On peut en partager. Et il y a des préférences. Vous pouvez remplacer le mot valeur par préférence si vous voulez. Il y a des préférences chez les gens qui sont intangibles, qui ne changeront pas. On mourra avec. Et l'erreur qu'on fait souvent avec le mindset, c'est de penser que le growth mindset suffit, par exemple. Bien non. Le mindset se branche uniquement s'il y a de la motivation. Parce que sinon, oui, je pourrais m'ouvrir l'esprit à des trucs qui ne m'intéressent pas du tout, mais enfin, franchement, je ne vois pas pourquoi je passerais mon temps à ça. Donc, je préfère m'ouvrir l'esprit encore un peu plus
là où ça m'intéresse déjà. Et par contre, Pardon Thierry, c'est quoi une préférence intangible, par exemple? Oh, par exemple, si vous regardez, vous observez, c'est très observable chez des enfants, mais c'est la même chose chez des adultes. Il y a des adultes qui aiment les câlins, il y en a qui n'aiment pas. Il y a des adultes qui aiment comprendre, il y en a qui aiment, qui doivent comprendre. Il y a des adultes qui aiment fédérer, puis il y en a pour qui ça n'a pas vraiment, c'est pas une motivation de première. Et comme ça, c'était les 8 familles que je vous avais montrées. Donc il y a des préférences intangibles pour chacune. Elles sont engrammées, d'après ce qu'on commence à comprendre sur ce système des motivations, qui est très différent du système de motivation classique qui vient de Jung. En fait, les neurosciences tendent à montrer que c'est différent, enfin, apportent une pierre à l'édifice des motivations. Et donc, là où j'en étais, pardon, excusez-moi, j'ai perdu le fil. Faute. Pardon, j'ai pas entendu. Quelqu'un a essayé de m'aider peut-être, mais j'ai pas entendu. Non, je disais pardon, c'est de ma faute, c'est moi qui vous ai interrompu. Ah oui, non, voilà, Dominique, vous étiez pardon. sur les préférences intangibles. J'étais concentré. Et donc, oui, par exemple, quelqu'un qui veut de la liberté, on peut quand même lui apprendre, et il va quand même apprendre à s'organiser, même si c'est pas son truc premier, à condition que ça lui apporte plus de liberté. Donc oui, on peut explorer des domaines vis-à-vis desquels on n'a pas trop d'affinités, mais au nom de nos affinités. Et donc, on peut s'améliorer à tout point de vue. On peut tous s'améliorer. Ça, c'est quand même un grand principe de base. Néanmoins, il y a des domaines dans lesquels on préférera s'améliorer par rapport à d'autres, si vous voulez. Voilà, moi j'ai connu des gens qui avaient réussi la médecine pour des raisons qui n'étaient absolument pas des motivations intrinsèques, mais qui l'ont fait pour le statut, pour la récompense, pour la sécurité, et qui maintenant, très sincèrement, s'ennuient. J'ai connu des gens qui faisaient la médecine parce qu'ils aimaient ça, eh bien ils allaient lire les bouquins, ils allaient étudier à la bibliothèque, et maintenant, très sincèrement, ils s'amusent, qu'ils soient généralistes ou spécialistes. Donc voilà comment on peut amener les gens à explorer des domaines dans lesquels ils ont moins d'affinité. C'est trouver leur motivation quand même, de base, et puis leur faire réfléchir. C'est eux qui doivent réfléchir. Leur dire ne sert à rien. Donc les faire réfléchir sur comment ta vie, par exemple, j'ai un collaborateur qui veut être plus cool. Eh bien, c'est chouette, c'est une chouette motivation d'être plus cool. Eh bien, comment tu peux être plus cool dans ton métier? Et alors là, il se gratte la tête, puis il dit, mais si je veux être plus cool, j'ai intérêt à me spécialiser. Et comment tu peux te spécialiser? Et j'ai intérêt à étudier ça de façon beaucoup plus approfondie. Ok, comment tu vas faire pour l'étudier de façon plus approfondie? Alors qu'en fait, il a envie d'être plus cool, il se met des contraintes pour être cool. Il a raison, c'est pour ça qu'on a étudié pendant, certains d'entre nous ont fait des études, eh bien, voilà, on a accepté de s'enfermer au nom de ce qu'on aimait. Il y a des matières qu'on n'aimait pas, alors qu'on a passé du temps alors qu'il y avait Roland Garros à la télé et qu'il faisait beau dehors, eh bien, on a accepté de rester étudier au mois de juin pour être plus cool, ou pour être plus libre, ou pour être plus performant, ou pour être meilleur, ou pour être plus, pour mieux comprendre les choses, peu importe, ça dépend des valeurs. Ai-je répondu? Oui, parfaitement. Merci Oui? beaucoup. Ok, merci. C'est clair. Est-ce qu'il y a encore une question? Moi, Fanny, bonjour. J'ai une question. Est-ce qu'on peut dire que tous les individus ont besoin de reconnaissance? Oui, vraiment oui. C'est une des motivations de base chez l'humain. Et je vais vous raconter une histoire amusante à ce sujet. Julie, tu me coupes si je n'ai plus le temps. Mais... Non, non, il n'y a pas de souci. Donc, il y a beaucoup de labos qui étudient le stress. Mais pour étudier le stress, donc ils veulent savoir si telle image donne du stress ou autre, ou bien. Mais si on prévient la personne qu'on va la mettre dans un environnement de stress, ben, je dirais que ça apporte des biais à l'expérience. Alors comment ils font? C'est cruel, hein, mais c'est comme ça qu'ils font. Eh bien, ils émettent ils font un article pour un recrutement quelconque dans un journal ou sur Internet. Et il y a 2 examinateurs qui s'asseyent au bout d'une table. Et la table est en longueur, si vous voulez, donc ils ne sont pas proches. La personne arrive pour l'examen et on lui dit, tiens, il y a une équipe de chercheurs qui est dans le hall qui dit, tiens, voilà, nous on en a profité, qu'ils recrutaient des gens parce qu'on aimerait bien savoir quel est l'état psychologique des gens lors du recrutement. La personne est toute à son recrutement, donc elle dit, oui, oui, bien sûr, vous pouvez mettre des électrodes ou vous pouvez me faire prendre une goutte de sang, pas de problème, mais elle est là pour son recrutement. Et la façon dont les examinateurs, vous pouvez essayer
à table ce soir, vous allez voir, c'est d'une cruauté sans pareil. La façon dont les examinateurs stressent les gens, c'est que la personne se présente, il pose des questions, les examinateurs, mais ils ne montrent aucun feedback. Aucun. Leur visage reste impassible. C'est impossible de ne pas être stressé, même si vous êtes averti. Faites-le avec quelqu'un, vous lui dites tu ne bouges pas, tu ne montres rien, tu ne fais pas un signe de tête, parce qu'en fait on envoie tout le temps du feedback. On fait oui de la tête, on ouvre les yeux, quand la personne raconte un truc énorme, on fait oulala, enfin avec les sourcils si vous voulez. Et donc là, il ne montre rien. Bien, la personne est dans un malaise complet, elle se sent extrêmement mal, elle a juste envie de foutre le camp, ou elle s'énerve, elle dit mais quoi, ça vous intéresse? Mais elle dégage du stress, ou elle se décourage. Et alors, ils vont plus loin encore, c'est qu'ils envoient du feedback négatif. Ils lèvent un sourcil, ils soupirent, ils regardent leur écran, ils regardent leur montre, et là, le malaise est complet. Donc oui, tous les humains ont besoin de feedback, absolument, c'est prouvé, les expériences le montrent très bien. On a tous besoin d'avoir du feedback, absolument. Merci. Peut-être une dernière question, s'il y a. Oui, moi peut-être. Donc je m'appelle Alexia, ce serait en réaction à ce que vous venez de dire. Donc on a tous besoin d'avoir du feedback et est-ce que c'est possible d'être motivé du coup par soi-même en fait, sans avoir besoin de... Oh oui, bien sûr. On peut aussi être motivé par soi-même, mais on a besoin d'un feedback de l'extérieur si on travaille avec d'autres personnes. Et maintenant, si je lis un bouquin, là, j'ai pas forcément besoin de feedback, si vous voulez, mais on peut être motivé par soi-même, oui. On peut s'auto-donner du feedback, c'est à un moment donné dans une des slides, je le disais, c'est extrêmement important de se donner du feedback, de se valoriser pour ce qu'on fait de bien. En fait, si vous voulez, vous avez un instinct qu'on appelle l'instinct de soumission, qui est de se dire en permanence, quand ça va pas bien, c'est à cause de moi. C'est un instinct très bien identifié, hein, je le caricature un peu, mais quand ça va pas bien, c'est à cause de moi, et quand ça va bien, c'est grâce aux autres. Eh bien, surtout si on a une tendance à la culpabilité ou à la soumission, c'est extrêmement important de se donner du feedback d'abord à soi. C'est un vrai apprentissage d'ailleurs. Et donc, on n'a pas toujours besoin de feedback pour des actions précises, mais globalement, tous les humains ont besoin de feedback. Alors, certains plus que d'autres. Il y a des gens qui, leur motivation, par exemple, est de travailler en équipe, ils vont avoir beaucoup plus besoin de feedback. Il y a des gens qui sont beaucoup plus autonomes, qui auront besoin de moins de feedback, mais ils en auront besoin quand même à partir du moment où ils vivent avec des gens. J'ai répondu, pardon. Oui, pardon, merci. Eh bien, merci beaucoup Thierry, c'était très très inspirant et merci pour ton apport et la générosité du contenu et vraiment toutes les réponses aux questions. Je pense que nous avons passé un très bon moment ensemble. Voilà, Merci également. Alors peut-être pour conclure, je voulais simplement vous préciser les événements qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines. Donc on aura un événement le 28 octobre sur la confiance, donc très très prochainement. On aura l'Assemblée générale extraordinaire le 19 octobre pour faire l'annonce et la transformation du nom du POG, nous évoluons. Sans oublier bien sûr le networking le 21 octobre, donc notez-le vous bien, on va se voir physiquement. Pour répondre à ta question Thierry, oui, on va bientôt se revoir. Pas tout en webinaire. Donc, le prochain événement, c'est le 21 octobre. Et puis, la jurisprudence. Septembre, Julie. Septembre. Septembre de quoi? Le prochain événement, c'est la semaine prochaine. Ah oui, je suis déjà en octobre. Oui, merci, Alex. D'accord. Le 28 septembre, pardon. Et puis, le dernier événement, donc le prochain événement en novembre, donc c'est le 15 novembre sur la jurisprudence. Donc, je me suis un peu emberlificotée, mais quoi qu'il en soit, vous faites bien attention à tous les emails que vous recevez. Vous avez toutes les indications. Et n'oubliez pas de vous inscrire. Et merci encore pour votre participation, merci pour l'input de Thierry et merci pour toutes les questions. Et c'était un grand plaisir de préparer cet event avec toi Thierry et à très bientôt. Et partagez, merci aussi. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Merci beaucoup Thierry. Merci, au revoir. Merci, au revoir.